Bon, ben on peut commencer par cet effet, effectivement, d'une torsion de cette règle symbolique, qui est qu'effectivement, le défi, c'est de donner sans laisser à l'autre le choix ni la possibilité de rendre, et que là, s'il n'y a pas possibilité de rendre, effectivement, il y a possibilité d'une violence, d'une rétorsion violente, parce qu'il faut pouvoir rendre, sinon on est humilié, et alors là, on perd la face, c'est pire que la mort, quoi. Alors on pourrait, oui, on peut, sur le fait que même les inspections et tout ça, c'est au fond encore un don de plus, enfin on leur donne encore quelque chose, d'une certaine façon. Et la problématique générale, je la crois vraiment, vraiment fondamentale, mais elle vaut aussi bien pour nous que pour tout le monde, hein. Cette règle symbolique. Il faudrait repartir tout simplement de l'histoire du maître et de l'esclave, mais très très rapidement, hein. Le maître étant celui qui donne la vie à l'esclave, enfin qui laisse la vie à l'esclave, c'est au nom de ça qu'il est esclave, bien entendu. Il n'a pas le droit à sa propre mort, hein. Et c'est ça qui fonde la supériorité du maître, qui lui a droit de mettre en jeu sa vie et sa mort. Si l'esclave, d'une façon ou d'une autre, peut rendre sa mort, hein, c'est-à-dire donner sa mort, alors il prend la position du maître. Et si le maître, lui, pour une raison ou pour une autre, est incapable de mettre en jeu sa mort, se trouve incapable ou n'a plus envie de le faire, alors c'est lui qui tombe dans la position de l'esclave. Et ça, moi, ça m'a semblé dans l'événement du 11 septembre absolument clair, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, bon, l'Amérique, la puissance mondiale, encore une fois, l'Amérique étant allégorique dans cette histoire, l'Amérique ne peut pas mettre en jeu sa mort, c'est la théorie du zéro mort, c'est tout, c'est-à-dire la puissance mondiale est dans la position, dans la stratégie du zéro mort, grossièrement, c'est-à-dire elle tombe au niveau de l'esclave. Par contre, le suicide des terroristes, lui, c'est une mise en jeu de leur mort, et par là même, ils récupèrent et ils retrouvent une espèce de position du maître. Et là, les positions sont inversées, c'est-à-dire que cette règle fondamentale, cette règle symbolique fondamentale, joue dans un événement comme celui-là d'une façon rigoureuse, je crois. Et il faut prendre les choses au fond, c'est-à-dire dire, au fond, bon, les terroristes, bien sûr, on leur promet le paradis, donc ils se suicident volontiers. Non, ça veut dire que par leur suicide, ils récupèrent une position de maîtrise symbolique, et qui renverse la situation symbolique. Et que là, l'humiliation passe du côté de l'Amérique ou de la puissance mondiale, encore une fois, quoi. Donc, ça m'a semblé, enfin, une interprétation, cette fois symbolique de l'événement, et pas du tout en termes politiques, économiques ou autres, parce que là, moi, je n'ai pas d'opinion. Je pense que toutes les opinions là-dessus sont extrêmement scabreuses. Mais en termes symboliques, ça, l'événement s'interprète de cette façon-là. Bon, ça, c'était pour enchaîner sur le... Mais moi, j'avais un peu envie de parler de cette guerre-ci, alors, de toute façon, sa possibilité, son statut, etc. Et au fond, j'aimerais bien commencer par un paradoxe, il vaut mieux toujours commencer par un paradoxe, qui serait qu'il est absolument indifférent que cette guerre ait lieu ou n'ait pas lieu. Alors, quand on parle de guerre, évidemment, c'est pour être pour ou contre, évidemment, et alors, quelle que soit la générosité des opinions, et elles sont toutes généreuses d'ailleurs, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, toutes les hypothèses sont généreuses, elles sont du côté de l'hypothèse du bien, hein, et j'aimerais faire un petit peu l'hypothèse du mal, c'est-à-dire une hypothèse ironique sur l'événement. Bon, ironique pas au sens de désinvolture vis-à-vis de la chose, ironique au sens d'interrogation sur le statut de la guerre, savoir ce qu'il en est de cette guerre. Alors, et là je reviens au paradoxe qu'il est indifférent qu'elle ait lieu ou pas. Pourquoi ? Parce que c'est un événement secondaire. Pas au sens d'insignifiant non plus, bien sûr, parce qu'il y a des tas de conséquences sur des tas de plans, mais c'est un événement second. C'est-à-dire un événement de substitution, de rachat, de ravalement du seul événement fondamental qui a été en fait le 11 septembre. Donc c'est cette guerre, qu'elle ait lieu ou qu'elle n'ait pas lieu, c'est un événement ou un non-événement fantoche, hein, qui n'existe que par un effet de substitution. On voit bien comment les Américains ont tenté, relativement réussi, de substituer Ben Laden. Bon, Ben Laden avec ce qu'il représente, sa puissance mythologique, tout ce qu'on voudra, substituer quand même un personnage majeur, lui substituer un fantoche, c'est-à-dire Saddam Hussein.
on a substitué un objectif fantoche. Et d'une certaine façon, on veut effacer Ben Laden, qui n'est pas mort, il a disparu. C'est pire, bien entendu, même sa disparition est en quelque sorte ironique. Bon, il n'a pas disparu. Mais on veut effacer de la même façon le 11 septembre, qui, lui non plus, c'est un événement qui n'a pas disparu, bien entendu, qui surplombe encore toute l'actualité, c'est sûr. Et la guerre serait-elle jouée et gagnée, que bien entendu, le 11 septembre reste ineffaçable, justement en termes d'humiliation, celle dont on parlait tout à l'heure. Donc, par rapport au 11 septembre, cette guerre est un événement bidon. C'est-à-dire, elle est là à la place d'autre chose. C'est une sorte d'immense mystification. Avec le 11 septembre, c'est vrai que c'est ouvert une espèce d'immense travail de deuil, dont on ne viendra sans doute pas à bout, et en même temps, un immense travail de contraception, je dirais, c'est-à-dire faire rétrospectivement que le 11 septembre n'ait pas existé. Alors, on peut tirer de là, enfin, beaucoup de choses, parce que si la guerre n'est pas un événement, au sens fort de l'événement, je veux dire, que le seul événement, c'est celui du 11 septembre, on a affaire en fait à deux péripéties vraiment radicalement opposées, entre la guerre et le 11 septembre. Une opposition radicale qu'on pourrait d'ailleurs recouper avec celle peut-être du virtuel et de l'événementiel contre le virtuel. Le 11 septembre, c'est un événement parfaitement impossible. Il est pensé comme impossible. Et ce n'est pas les films catastrophes qui ont précédé l'événement qui constituent un précédent ni une inspiration à l'acte, etc. Pas du tout, il n'y a pas de référence. Cet événement, il se réalise avant d'être possible. Il est de l'ordre de l'imprévisible, radical. Et là, on trouve un petit peu quelque chose Bon, on peut introduire rapidement cette métaphysique, ce paradoxe métaphysique du temps. Chez Bergson, on le trouve, où les choses ne sont possibles, ne deviennent possibles que quand elles ont eu lieu. Elles ne sont pas possibles d'abord et ensuite elles prennent acte, elles prennent lieu. Non, elles ne deviennent possibles que rétrospectivement à partir du moment où elles ont eu lieu. Et c'est valable d'ailleurs pour la guerre elle-même. Pour l'instant, elle est impossible. Cette guerre est impossible. Après coup, elle deviendra possible. Mais il sera trop tard. Bon. Cependant, la différence est radicale car la guerre, elle, a été tellement prévue, au contraire du 11 septembre, a été tellement prévue, anticipée, programmée, etc., qu'au fond, elle n'a même plus besoin d'avoir lieu. À la limite, c'est vrai qu'elle ait lieu ou qu'elle n'ait pas lieu, là aussi, c'est relativement indifférent. C'était chez Svevo qui racontait comme ça comment il avait rêvé, qu'il était devenu un grand écrivain, qu'il avait un succès fou, qu'il avait beaucoup de 100 000 exemplaires, il vendait, etc. Il avait rêvé tout ça dans les moindres détails. Et quand il se réveille, il se dit, bon, bien, un événement qu'on peut décrire avec une telle exactitude, ça n'a pas besoin d'avoir lieu. Et en même temps, si elle a lieu réellement, eh bien, elle aura déjà eu lieu virtuellement. Elle a déjà lieu virtuellement. Ça ne sera donc pas un événement au sens propre. Le réel ici n'est qu'à l'horizon du virtuel. Le réel, l'acte réel, n'arrive que comme terminal, au fond, du processus virtuel. Et c'est plutôt le non-événement qui est à la conclusion des choses. Alors, cette emprise du virtuel sur le réel est encore plus visible dans le cas de cette guerre, dans la mesure où on a affaire à deux guerres doubles, c'est-à-dire à deux clones, deux guerres clones, celle du Golfe et celle-ci. C'est encore plus virtuel, ça se redouble. Et Bush, bien entendu, comme clone de son père aussi, évidemment. Donc, on a affaire à deux événements clones de part et d'autre d'un événement majeur, crucial, qui est le 11 septembre. Et cette espèce de suspense, de retard interminable de la guerre, c'est à la mesure, évidemment, proportionnellement, inversement proportionnelle, de la soudaineté, de la brutalité, au contraire, de l'événement lui-même. Donc, il me semble une analyse, à faire beaucoup de points d'interrogation sur une analyse possible de cette situation, mais enfin, il faudrait au moins qu'elle parte de cette volonté qu'il y a là, une volonté d'annulation, d'effacement, de blanchissement en quelque sorte de l'événement premier, ce qui la rend
la guerre donc virtuelle, puisqu'en fait elle n'a pas de finalité propre, elle est là pour autre chose, elle n'a pas de nécessité, d'ailleurs on le sait au fond, elle n'a pas d'objectif véritable, elle a la forme d'une conjuration, d'un exercice d'un événement qu'il est justement impossible d'éviter. On aurait donc d'un côté une stratégie banale d'effacement, je veux dire, par le militaire, par le rapport de force, par la politique, géostratégique, tout ce que vous voudrez, et de l'autre côté, une stratégie fatale, alors là, c'est celle du 11 septembre. Ce qui fait évidemment que cette guerre, d'ores et déjà, elle est interminable, avant même d'avoir commencé, évidemment. En fait, elle ouvre l'éventualité d'une guerre infinie qui n'aura jamais lieu, qui ne finira jamais parce qu'elle n'a jamais commencé. Et qu'elle ait lieu ou pas, c'est évidemment ce suspense. Elle crée une situation maintenant presque définitive, car c'est ce suspense qui nous attend désormais, une sorte d'actualité diffuse de la terreur, sous la forme, bien sûr, de ce principe de précaution qui est celui d'une guerre préventive. On l'a dit, préventive, bon, d'accord. Mais cette prévention, cette rétorsion, cette répression anticipée d'un acte de guerre qui n'a pas été commis, puisque jusqu'à nouvel ordre, l'acte criminel virtuel de Saddam n'a pas eu lieu, c'est en fait beaucoup plus une prévention de l'événement passé, c'est une prévention rétrospective du 11 septembre, du fait réel majeur de l'attentat du 11 septembre. C'est contre cela qu'elle est dirigée, et avec elle, désormais, une situation sans doute endémique de contrôle planétaire, de sécurité planétaire. Alors là, ça serait, mais ça on pourra en parler après, ce principe de prévention, il faudrait bien sûr le généraliser parce que c'est pas un cas particulier, il faudrait lui donner une dimension presque pas métaphysique, une sorte de prophylaxie à l'échelle mondiale pour faire qu'il n'y ait plus d'événements, que rien ne se produise réellement qui déstabilise ou qui perturbe cet ordre mondial, enfin à l'échelle mondiale. Non seulement les crimes doivent être prévenus, mais n'importe quel événement, n'importe quelle singularité doit être prévenue, je veux dire dissuadée à l'avance. Le mot anglais est bon, deterrence, c'est une deterrence, c'est-à-dire dissuader, mais dissuader par la terreur, justement, en fait, la terreur préventive, dissuader l'événement de se produire. Alors, sur la prévention, je ne sais pas si vous avez vu, bon, il y a pas longtemps, sorti ce film Minority Report. Là, c'est un très bel exemple, encore que le film soit assez naïf dans son genre, puisqu'il s'agit encore de répression policière, évidemment, alors que plus tard, ça sera une répression génétique, évidemment. Mais enfin, ça ne fait rien. C'est-à-dire, le crime n'a pas eu lieu, mais la répression, elle, a lieu, de toute façon. Le crime est absent, en quelque sorte, mais il nous laisse la répression du crime. Alors, cette prévention-là, elle s'exerce sur toutes sortes de choses, mais moi, je distinguerais bien trois points. C'est-à-dire, c'est une prévention de l'événement, de tout événement, au sens fort que je lui donne ici, l'événementiel, bien entendu. Il faut que plus rien n'ait lieu, véritablement, qui dérange l'ordre, enfin, une singularité quelconque. Elle n'a plus le droit d'avoir lieu. Bon, ça, c'est un veto sur la singularité, un veto sur l'événement. Là, la prévention, elle est générale. Il y a une prévention sur l'ennemi. Alors là, effectivement, on peut reprendre les analyses de Carl Schmitt et tout ça, et une prévention sur l'ennemi, c'est-à-dire il y a une espèce d'effacement de l'ennemi en tant que tel. Il n'est plus reconnu comme ennemi, il est simplement exterminé comme nuisible. Ça, c'est autre chose, bien entendu. Il n'est au fond, ce qui, dans une action physique, militaire, par exemple, contre déjà au moment de la guerre du Golfe ou celle-ci, c'est pas tellement l'ennemi physique qui est détruit que le concept même d'ennemi. Et ça se lit effectivement dans l'arrogance extraordinaire qu'il y a à annoncer cette guerre, à dire je la ferai quand je veux, où je veux, et vous la subirez quand j'en aurai envie. Cette arrogance-là, qui est le signe effectivement de la disparition de l'ennemi. Donc, dans quelque sorte, une prévention de la guerre elle-même, parce qu'il n'y a plus de guerre à ce moment-là. Elle est virtuelle si on veut, mais il n'y a plus de guerre puisqu'il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'autres. C'est tout à fait autre chose. Et je dirais aussi une prévention de la mort, tout simplement. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de zéro mort, ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire beaucoup plus généralement que la théorie stratégique américaine. Ça veut dire
le veto mis sur la mort, c'est-à-dire la contraception de la mort partout. Et ça, c'est même valable, je veux dire, dans l'acharnement thérapeutique ou des tas de choses où vous voyez bien que en voulant nous faire survivre à tout prix en nous transformant en morts-vivants, en quelque sorte. Zéro mort, mathématiquement, ça veut dire zéro vivant, c'est à peu près la même chose. Et puis, cette prévention-là, on peut la voir à la limite, bon, sur la guerre elle-même, donc c'est une prévention de la guerre, c'est-à-dire la guerre en tant que guerre, vraiment, elle n'aura plus lieu, il n'y aura plus que des guerres virtuelles où il n'y a pas d'ennemis de cette façon-là. Le modèle, il est là maintenant. Et peut-être on peut aller jusqu'à dire que c'est une prévention de la puissance elle-même, c'est-à-dire la puissance même dans cet exercice-là, inconditionnel, sans altérité, sans adversité et tout, quelque part, elle se précipite dans son propre gouffre, quelque part, elle exerce sa deterrence, sa dissuasion contre elle-même, et là on revient au problème en effet du suicide presque, en quelque sorte, du système de tout pouvoir. Mais enfin là, on pourra en rediscuter. Voilà, donc on aurait affaire, c'est vrai, à un principe de précaution, mais c'est pas seulement un principe, ça deviendrait une sorte de réalité totalitaire et sécuritaire, qui n'est plus exactement de l'ordre de la dissuasion, bien entendu, de la guerre froide, c'est autre chose. C'est maintenant, elle est devenue virale, en effet, en quelque sorte, cette prévention-là, elle entrerait dans tous les interstices de la vie et de la mort aujourd'hui. Oui, enfin, on discute un peu. Oui, je ne sais pas. Je veux bien. Je reprends mais pour répondre indirectement à Jacques Derrida, mais à partir simplement du terrorisme dans l'allusion que vous y faites, enfin, le terrorisme n'est pas une idéologie, moi je suis d'accord, mais c'est une stratégie. Et ce n'est pas seulement un moyen d'action, ça crée toute une situation mondiale avec une forme de vision des choses. Enfin, en tout cas, ça crée une situation irréversible, qui est bien autre chose que l'instrumentalisation de la violence. Ça crée une situation, le terrorisme d'ailleurs, dont on sait qu'elle est aujourd'hui partagée de façon complice, alors par les États aussi, etc., si bien que la terreur, qui est quand même le noyau du terrorisme, la terreur, elle est de part et d'autre, elle est indécidable en termes d'idéologie, effectivement, en termes moral ou philosophiques, même chose, mais par contre, on peut voir qu'en termes de stratégie, elle est originale, d'une certaine façon, et elle crée une situation originale. Ceci pour dire que si, on peut admettre qu'en termes de stratégie de guerre, enfin de contrôle mondial, de sécurité, etc., la puissance mondiale a d'ores et déjà gagné la guerre. Je ne parle pas des États-Unis, même la puissance mondiale a d'ores et déjà gagné. Bon. Par contre, sur le plan symbolique et dans les répercussions de tout ça, il me semble que c'est le terrorisme qui a gagné. Symboliquement, pour l'instant, c'est lui qui l'emporte. Et ceci pour beaucoup de raisons, justement parce qu'il crée une situation. Par exemple, l'attentat du 11 septembre, qu'est-ce que ça fait ? Ça montre tout d'un seul coup que tous les pouvoirs sont coalisés contre une seule apparition comme celle-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça démontre d'une certaine façon que tous les pouvoirs démocratiques, totalitaires, libéraux, fascistes, je n'en sais rien, se retrouvent au regard de l'ordre mondial, au regard de l'ordre en général, se retrouvent tous du même côté, du côté du manche, bien entendu, et que ça éclaire, je veux dire, c'est violemment, c'est presque d'une ironie féroce aussi, mais ça démontre tout d'un coup quelque chose qui est une vérité potentielle des choses. Et du même coup, ça crée précisément, enfin évidemment à ce moment-là, le droit en prend un coup, parce que c'est tous les pouvoirs coalisés de cette façon-là, le principe même de légitimité et de représentation est mis à mal, effectivement, et on se retrouve devant une situation
de fin de la souveraineté d'une certaine façon, puisque les pouvoirs sont tous d'un côté. Et aujourd'hui, on voit que toutes les populations, enfin, presque, disons, passons à la limite, sont contre la guerre et qu'elle aura lieu quand même parce que tous les pouvoirs, toutes les manipulations actuelles, à mon avis, se retrouveront du côté de l'ordre mondial, parce que c'est comme ça, parce que le pouvoir a une définition, il est du côté de l'ordre, et qu'il est aujourd'hui du côté de l'ordre sans légitimité propre, sans souveraineté en effet. Pourquoi ? Parce que il n'est plus à proprement parler un pouvoir de représentation. Pour avoir une souveraineté, il faut avoir une représentation. Il faut que la population, quelque part, enfin qu'il y ait une volonté, une opinion publique peut-être aussi, et puis une délégation de souveraineté, etc., etc. Pour qu'il y ait un droit, pour qu'il existe un droit. Or, aujourd'hui, ça, ça, c'est le terrorisme qui a créé cette situation de dissension, de déhiscence totale entre les pouvoirs et les populations. Et ça, alors, l'exemple le plus terrible, c'est bien le théâtre de Moscou. C'est-à-dire que là, le pouvoir ne fait plus de partage entre les otages et les terroristes. Hein. C'est à peu près comme la vache folle. Hein. On abat le troupeau par principe de précaution. C'est la même chose. On met en acte, en quelque sorte, le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire cette espèce de complicité entre le terroriste et l'otage, etc. Cette complicité que cherche le terrorisme dans son action, eh bien, c'est le pouvoir qui l'exerce directement et il exécute tout le monde. Et aujourd'hui, on est dans cet état-là. Et ça, dans ce sens-là, l'ami Paul Virilio a bien raison quand il parle, en effet, on est devant une sorte de guerre civile planétaire. Bon, le concept de guerre civile, là aussi, il est à remettre peut-être un peu dans le tiroir, mais enfin, c'est quand même ça. C'est-à-dire, la scission passe là, cette fois, entre les pouvoirs et leur population, et ça crée une situation planétaire tout à fait nouvelle. Et moi, alors, j'aurais beaucoup moins d'illusions que Jacques Derrida sur la possibilité de voir ressurgir, de faire ressurgir quand même une nouvelle puissance universaliste à travers une forme ou soit de prise de conscience, de manifestation, etc. Et que, ceci arriverait à finalement, peut-être à remettre en place quand même une autre forme de droit et une autre forme de justice, voire de raison politique, etc. C'est là beaucoup moins d'illusions là-dessus. D'ailleurs, j'avais entendu Françoise Gaillard parler de ça, et elle disait fort justement que cette extraordinaire manifestation mondiale, on pouvait lui faire crédit et y voir prendre un espoir fou sur cette histoire-là. Et on peut aussi voir un symptôme très, très inquiétant, puisque elles sont le symptôme de cette scission, de cette dissidence même des populations par rapport au pouvoir. C'est-à-dire, elles sont le symptôme d'une sacrée crise de cette démocratie. Mais je crois que ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que cette coalition de tous les pouvoirs et leur perte même de souveraineté, si bien qu'on se retrouve, comme vous l'avez bien expliqué d'ailleurs, on se retrouve avec un pouvoir absolu, c'est-à-dire qui dégagé du principe de pouvoir, du principe de légitimité, est libre de s'exercer à l'état pur, où on retrouve pratiquement presque à l'état naturel, comme chez Hobbes, avant que l'État arrive, avant que la souveraineté de quelque chose arrive. Alors là, on se retrouve dans un état, je ne peux pas le dire, il est terroriste, c'est-à-dire la situation est terroriste, quoi qu'on veuille. Hein, et il me semble qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, Ben Laden, il a gagné, il a mis le monde entier dans un désordre mondial, en tout cas l'ordre mondial, il l'a sacrément mis à sac, mis en échec, et il a créé les conditions qu'on ne puisse plus restituer un ordre en termes de droit, qu'autre chose est en jeu. Alors ce qui est en jeu, moi je pense que c'est beaucoup plus un ordre symbolique, et qu'à ce moment-là, ce n'est plus en termes de rapport de force ni de droit que les choses vont se régler ou se dérégler. D'abord, elles sont déjà déréglées, bien entendu. Et c'est en fait aussi dans cette histoire de dérégulation, justement, et de mondialisation, puisqu'on en parle,
Eh bien, l'acte terroriste, enfin le 11 septembre, mais d'autres, bien sûr, c'est le premier à opérer un véritable processus de mondialisation. Pas la mondialisation des marchés, des finances, des flux, etc. Celle-là, on la connaît bien. Mais la mondialisation de la puissance, de la domination. C'est le seul à avoir fait la preuve de cette mondialisation de la domination. Et là, maintenant, on est donc dans une situation beaucoup plus radicale de deux blocs, d'un affrontement, d'un antagonisme, dans l'interstice desquels, enfin, entre une puissance mondiale et des, comment les appeler, moi je l'appelle des singularités, bon, elles peuvent être terroristes, mais pas seulement terroristes, il y a un affrontement là où les valeurs universelles, universalistes, du droit, etc., me semblent avoir bien peu de chances de se concrétiser. Parce que là, comme je suis vraiment plus d'accord, là, enfin, on a trouvé un point de... Non, alors là, avec cette tentative de faire l'économie de l'événement, là, alors c'est pas faire l'économie de la guerre, c'est faire l'économie de l'événement. Bon, le 11 septembre aurait pu ne pas exister. Bien sûr qu'il y aurait eu toutes ces questions géopolitiques, économiques, tout ça, l'histoire aurait suivi son cours. Et d'ailleurs, elle va continuer de le reprendre, son cours, bien entendu. Mais je ne dis pas ça pour minimiser le 11 septembre. Je dis que si, ça le minimise considérablement, bien entendu, parce que cet événement-là crée quelque chose de tout à fait nouveau. Et l'enjeu n'est pas du tout le même. Il peut se passer encore bien des choses au niveau de l'exploitation et tout, et ça créera des conflits, etc. Mais ceux-là, on les connaît, ils sont traditionnels, ils sont conventionnels, ils peuvent continuer. Quelque chose d'autre a eu lieu. Et là, on peut reprendre à partir de ce que vous disiez sur le donner. Je ne vois pas ce qu'on donne. La question symbolique est importante. Le don, c'est évidemment pas donner généreusement, gratuitement, altruistement quelque chose. Le don dans la règle symbolique, c'est un défi. C'est un défi avec le contre-don qui éventuellement rétablit l'équilibre d'une relation. S'il n'y a pas de contre-don possible, on est dans une situation violente, déséquilibrée. Le don, évidemment, bien sûr, n'est jamais le don gratuit tel qu'il est. Il a pris cette valeur dans notre système de valeurs. D'ailleurs, vous l'avez très bien analysé. Donc, en fait, le défi, c'est le défi qui est relevé. Et ça, il n'y a que l'événement, il n'y a que cet événement-là qui a relevé le défi. Parce que pour tout le reste, bon, il y aura de la violence, il y aura des morts, il peut y avoir de la... Bon, mais la situation symbolique du défi et de ce contre-défi, là, qui a eu lieu, et qui, lui, alors là, n'a eu lieu qu'à travers cet événement-là. Parce que tout le reste ne constitue pas une réponse à cette submersion du monde par la culture, la puissance occidentale et tout ce qu'on voudra, on déverse tout sur eux. Non, ils sont en position de recevoir, même si c'est pour les exploiter, les aliéner, etc. Mais on a un concept, évidemment, toujours, nous, du prendre. Alors, les aliénés, les dépossédés, les victimes, c'est ceux à qui on prend quelque chose, jusqu'à cette parole terrible de la Bible, celui qui n'a rien, on le lui prendra. Alors là, vraiment, on est au cœur de la chose. Mais il faut concevoir le fonctionnement d'une règle symbolique, d'une réversibilité symbolique, tout ailleurs que de notre système naïf, de notre vision naïve de celui qui a le pouvoir, c'est celui qui prend. Une fois pour toutes, c'est-à-dire que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui peut donner, et donner sans contrepartie. Alors ça, c'est cette règle-là qui joue peut-être bien sûr toujours en faveur de la puissance mondiale, de l'Occident et tout, elle a été brisée symboliquement et uniquement, c'est ce qui fait que là, quelque chose a fait événement, parce que pour tout le reste, c'est tout ce que vous voudrez de violence, de rapport de force, etc., c'est pas l'événement au sens fort. Alors là, moi, je maintiens effectivement la singularité absolue de cet événement, sinon je ne comprends rien, je veux dire, à l'espèce de démesure des rétorsions, etc., cette espèce de prévention universelle aujourd'hui de n'importe quelle force adverse, etc., à cette démesure des représailles. Il y a quelque chose de plus que des intérêts économiques, bien sûr, l'extension, le pétrole, tout ça, bien entendu. Non, le pouvoir a été défié au cœur même, et il y répond par une fuite en avant dans le pouvoir lui-même, c'est-à-dire au-delà de lui-même, au-delà de sa propre fin. Et d'ailleurs, peut-être qu'il court le risque de sa propre fin dans cette histoire. Ça. L'histoire de Messiaen, enfin, l'hypothèse d'un complot américain, ça reflète simplement, mais là, une chose vraie, alors je pense, là-dessus on peut le dire, c'est que cette situation a créé
une forme, oui, d'indécidabilité, enfin, c'est-à-dire d'un horizon vraiment asymptotique de la vérité. C'est vrai que les preuves, elles peuvent être fournies de part et d'autre. On le sait aujourd'hui que n'importe quel attentat peut être revendiqué par celui-là ou par l'autre, ou alors, évidemment, par le pouvoir lui-même. En de multiples cas, c'est le pouvoir qui se charge Bon, mais d'une certaine façon, que là, encore, c'est même un peu le même paradoxe, que les attentats soient vrais au sens, ça ne se vérifiera pas. C'est comme le paradoxe qu'on disait, quelque chose ne peut pas être vérifié. Serait-il vérifié qu'ils n'en seront aujourd'hui pas exactement plus vrais entre l'attentat et le simulacre d'attentat, ou le complot, c'est-à-dire l'attentat fomenté par le pouvoir lui-même pour se donner les raisons d'agir, à l'extrême limite, ça crée une situation d'incertitude qui elle-même est terroriste de toute façon. Cette situation où nous sommes de ne pas savoir qui est véritablement responsable, si vous voulez mon avis, c'est une forme de terrorisme mental. Donc de toute façon, la vérité ou pas la vérité, c'est au niveau de l'incertitude précisément que se jouent des stratégies de déstabilisation. Ce sont les nouvelles stratégies. Et le terrorisme en use aussi, bien entendu. Moi, ce que je voyais par contre dans cette hypothèse-là, et que je ne la réfutais pas, parce que comment la réfuter de toute façon, mais j'étais pas pour, enfin je prenais parti contre, parce que ça signifiait a priori que l'acte terroriste n'existait pas. C'est-à-dire, c'était disqualifié a priori toute base de vérité, mais de base de structure à la situation terroriste. Quoi qu'on fasse, même s'il n'y avait pas des terroristes en chair et en os et des actes terroristes, on est aujourd'hui dans une situation terroriste. Et ça, il n'y a rien à faire. Que ce soit l'effet du pouvoir lui-même, que ce soit l'effet des fondamentalistes américains éventuellement, ou de n'importe qui d'autre, ça ne fait rien, c'est du terrorisme. Tout ce qui contribue à cette déstabilisation-là, à mettre le pouvoir en échec avec lui-même ou se retourner contre lui-même, ça c'est une situation par excellence aussi déstabilisante et terroriste. Donc, ce n'est pas la vérité qu'il faut chercher là-dedans, et si vous me demandez une preuve, bien évidemment, pas plus que vous, je ne vais me la donner, mais je n'ai jamais essayé de faire ça. Moi, j'essaie de voir ce qu'il en résulte pour une interprétation, essayer de voir lucidement ce qui est en cause, et ce qui est en cause, c'est vraiment une fracture, et celle-là, je maintiendrai que oui, elle est vraie au sens, c'est-à-dire qu'il se joue un antagonisme fondamental, une fracture, et alors à ce moment-là, qu'importe les auteurs de ceux qui alimentent cette fracture d'une façon ou d'une autre, peut-être en effet, beaucoup des forces au pouvoir font involontairement, ou volontairement peut-être même aussi, le jeu du terrorisme. Lequel fait le jeu de l'autre? Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a dit, finalement, les terroristes, enfin ceux du 11 septembre, font exactement le jeu du pouvoir puisqu'ils ont permis à l'Amérique d'étendre son emprise partout. Mais moi, je faisais l'hypothèse inverse, c'est que la complicité supposée des terroristes avec le pouvoir, ce qui est une façon évidemment de les disqualifier, de les nier, etc., de nier l'événement aussi, je voyais plutôt le contraire. Moi, je voyais une complicité intérieure à la puissance mondiale, à notre univers, à nous, à notre culture, une complicité obscure, secrète, inavouée, perverse, je n'en sais rien, avec précisément cette fracture qui se produisait. C'est-à-dire qu'il y a une fracture, et là, alors on serait dans la psychanalyse si on veut, mais moi je ne ferai pas de psychanalyse. Mais je dis, il y a une complicité secrète, mais de fait, une fracture interne qui est le répondant, qui est la caution de l'acte terroriste. Sinon, il n'aurait aucune importance, aucune influence sur le cours du monde du tout. C'est parce qu'il y a dans cette puissance mondiale une fracture interne, une espèce de, je sais pas, de fascination peut-être, on a parlé d'autodissolution, d'autodestruction, on a parlé que le monopole de la puissance, il est intenable, un monopole, ça se fracture ou ça se détruit soi-même à un moment donné. C'est comme ça. Et que là, donc, la complicité, en réalité, elle joue dans l'autre sens. Et que c'est celle-là qui m'intéresse, c'est pas la première.